Good morning, everybody. So we are going to start. Bonjour à tous. Alors, nous allons débuter la troisième séance, promotion de la santé, déterminants sociaux de la santé, équité, à cette époque de pandémie. Et je vais débuter avec une présentation du thème, surtout en ce qui a trait à l'Amérique latine et au Pérou. Ensuite, nous allons avoir 3 interventions de la part de nos collègues de plusieurs régions. Et ensuite, à la fin, nous allons avoir une autre intervention. Je suis Eugenio Villar, nous allons avoir l'organisation panaméricaine. Par la suite, 45 minutes, nous allons avoir, après 45 minutes, 15 minutes pour les questions et les commentaires. Nous allons débuter, nous allons tout de suite parler de la promotion de la santé, déterminants sociaux de la santé dans une époque de pandémie, surtout en Amérique latine. Et je vais débuter en partageant certaines réflexions, les facteurs de contribution de la zoonose, bien entendu, sur la perspective des déterminants sociaux de la santé. Premièrement, il y a un facteur qui est les modèles d'élevage d'animaux qui entrent en jeu. Le deuxième facteur, c'est la déforestation massive, l'invasion de l'espace animal, qui a également contribué au changement climatique. Troisièmement, c'est l'élevage, l'abattage des animaux dans ces centres d'abattage et d'élevage d'animaux où il y a une très forte concentration. Finalement, il y a des règles qui ne sont pas bien appliquées, des recommandations qui ne sont pas appliquées. Ensuite, les faibles capacités d'anticiper, détecter, rapporter en cas d'éclosion. Finalement, il y a un facteur qui est important pour la mobilité internationale des gens et des produits, ce qui fait en sorte que le virus peut circuler facilement. Alors maintenant, je vais parler de certains facteurs importants, en particulier les inégalités, bien sûr, avant le début de la pandémie. Et en fait, la pandémie a augmenté dans plusieurs pays en raison des inégalités. Je vais partager des cartes de villes en Amérique latine où nous avons détecté des inégalités. Et si vous avez une carte de la ville de Mexico, vous voyez qu'il y a différentes couleurs en rouge. Là, vous avez le taux de mortalité selon l'intensité de la couleur. La carte reflète également le statut socio-économique et les autres facteurs sociaux de déterminants de santé à Mexico City, là où il y a une augmentation de cas. Vous voyez les différentes couleurs, les intensités de la couleur, dépendamment du statut socio-économique de la population dans ces quartiers. Vous voyez à gauche également une carte dans une ville en Colombie. Et on peut voir également la carte de Buenos Aires. Vous voyez les différentes intensités de mortalité dues au COVID-19 et cela reflète bien les déterminants de santé, le statut socio-économique. Alors, donc, on a fait une analyse dans le pays par rapport aux inégalités, par rapport au cas du COVID, et c'est une information des enregistrements de décès au Pérou. Vous voyez les points rouges dans le graphique. Vous avez en bas les données générales. Cela montre la ligne où ça dit quarantaine, donc c'est le début de la quarantaine. Et bien entendu, selon la ligne rouge, les points rouges, la mortalité, selon le taux de scolarité. Et en bas, vous avez les points bleus, les gens qui mouraient avant la pandémie, mais ça, ce sont les personnes plus éduquées, en bleu. Et vous voyez abruptement la différence à partir du début de la quarantaine, une différence dans le taux de mortalité de ceux qui sont moins scolarisés. Vous voyez que ça a augmenté très, très rapidement parmi les gens peu scolarisés et une très faible augmentation de mortalité parmi
ceux qui sont plus scolarisés, ceux qui ont accès à l'éducation supérieure. Voilà, ce sont les données de mortalité dans le cas de la pandémie au Pérou en relation aux déterminants sociaux de santé. Ici, vous avez d'autres graphiques préparés par le docteur Cordero, une analyse à gauche, 3 graphiques de gauche que vous voyez, c'est l'excès de mortalité nationale durant la pandémie de COVID-19, c'est la ligne rouge en haut, et vous avez la ligne en bleu qui montre le taux de mortalité qui n'est pas dû au COVID. Vous voyez la différence, c'est la partie en jaune, 181% plus de taux de mortalité nationalement par la pandémie. Vous voyez en bas, vous avez Lima, la capitale du Pérou, 296 d'augmentation de mortalité due au COVID. Vous voyez le reste du pays aussi. Le graphique en bas qui vous montre l'écart général, 102% plus de mortalité due au COVID. Et du côté droit, vous voyez 5 statuts socio-économiques à Lima, au Pérou, la capitale. Vous voyez le groupe A, le plus riche. Dans le groupe E, c'est le groupe le plus pauvre de la population. Et vous voyez également comment, dans ce cas-ci, on peut voir très clairement dans plusieurs districts, vous voyez 147% plus de mortalité avant et après la mortalité. Et pour les plus pauvres, c'est une augmentation de 186% pour les districts pauvres. Alors, c'est un autre facteur socio-économique, des facteurs socio-économiques qui expliquent beaucoup l'excès de mortalité dû à la pandémie du COVID-19, surtout pour les groupes les plus vulnérables. Maintenant, je vais vous montrer des informations, des analyses qui ont été menées par le professeur Marco, qui vous montre le taux de COVID pour les groupes ethniques. Alors, il y a plusieurs groupes, on compare les groupes en Angleterre et au pays de Galles. Et vous voyez du côté droit, le graphique principal, regardez ça au mois de mars en 2020. Vous voyez le taux de mort par groupe ethnique. Et bien entendu, vous voyez que certains groupes ont un taux de mortalité plus élevé comparativement à d'autres populations. On parle de populations d'origine indienne, population d'origine du Bangladesh au Pakistan, du Pakistan également. Vous voyez également les personnes noires et vous voyez les différences de mortalité selon plusieurs groupes ethniques. Ici, je vous montre également une autre analyse présentée par le professeur Michael Marmont qui montre dans ce cas-ci le statut socio-économique en Angleterre. Donc, du côté gauche, vous avez les plus riches, à droite, les plus pauvres. Et vous voyez comment, en bleu, vous voyez les barres bleues qui vous montrent les morts du COVID-19. Et en gris, vous avez toutes les morts. Et vous voyez donc les différences selon plusieurs groupes socio-économiques. Donc, vous voyez que dans les populations les plus pauvres, les plus vulnérables, il y a toujours un taux de mortalité plus élevé à la fois avant et après le début de la pandémie. Et je vous ai montré les données de Lima dans les secteurs pauvres socio-économiquement parlant. La mortalité a été proportionnellement plus élevée. C'est-à-dire que la COVID-19 a un impact plus élevé parmi les groupes socio-économiquement vulnérables en Angleterre comme au Pérou, également au pays de Galles. Maintenant, j'aimerais partager des réflexions personnelles sur la situation que nous avons vue au Pérou et malheureusement dans mon pays. Et ce n'est pas une question de chance ici, là. Nous avons des raisons socio-économiques qui l'expliquent. Malheureusement, le Pérou est parmi les pays où il y a le plus haut taux de mortalité. Et voici certaines des explications que l'on peut discuter au Pérou. Pourquoi est-ce que c'est le cas au Pérou? Pourquoi est-ce qu'il y a plus de mortalité?
Alors, le pays, c'est l'un des leaders en termes de mortalité. Ça veut dire qu'on a des mortalités plus élevées qu'au Chili, par exemple, et on est supposément un pays de l'OCDE, OCDE, pardon. Nous sommes un pays de l'OCDE. Cependant, nous voyons que nous avons quand même un taux de mortalité élevé. Alors, est-ce que c'est à cause des inégalités historiques qui ont toujours existé dans notre pays, même s'il y a eu une certaine croissance économique? Ça implique que nous avons 70% des travailleurs qui sont informels. Alors, c'est très élevé. 70% de la main-d'œuvre est informelle et ça a toujours été très élevé en dépit des progrès socio-économiques. Un autre facteur, c'est que nous avons plusieurs villes où on a vu des investissements financiers, mais on a vu peu d'investissements dans la santé et dans l'éducation. Un autre facteur, c'est qu'on a vu une gouvernance de district faible, mal coordonnée au niveau national et régional. Finalement, on a vu un sous-investissement de santé avec aucune préparation de santé, pas de soins primaires ou très peu, très faible de soins de santé primaires. De plus, notre gouvernement a également géré la pandémie de manière très centralisée, sans participation de la société, de la communauté, peu de participation du privé. Ainsi, les capacités de l'État étaient très faibles pour mettre en œuvre les actions planifiées. De plus, un autre facteur, c'est la communication et l'éducation qui étaient faibles, mal coordonnées pour rejoindre la population avec des messages qui auraient permis de mieux prévenir la contagion pour que les gens puissent chercher des soins en cas de besoin. Maintenant, que faire pour cette situation? Et je vous assure que ce n'est pas, bien sûr, unique au Pérou. On peut le trouver dans plusieurs pays, même certains pays développés. Que pouvons-nous faire? Nous pensons que la promotion de santé a beaucoup attrait à, est beaucoup liée à ces déterminants sociaux de santé. Depuis plusieurs décennies, on a utilisé de plus en plus les déterminants sociaux de santé. Ici, vous avez un graphique qui a été créé. Vous voyez un iceberg, et vous voyez la maladie au-dessus de l'eau. Vous avez les facteurs de style de vie. C'est la partie émergée. C'est ce que nous voyons. C'est bien, mais en même temps, on a oublié, on n'a pas vu la partie sous l'eau, c'est-à-dire les déterminants sociaux de santé qui sont sous la surface de l'eau et qui ne sont pas visibles. Alors que ce soit les conditions de vie quotidiennes, que ce soit les autres structures, déterminants de santé économiques, sociaux à gauche, structurels, ou que ce soit les conditions de vie telles que le logement, l'emploi, le support social, le crime et la sécurité, nous voyons que les inégalités font en sorte qu'il y a plus de mortalité parmi les groupes vulnérables. Et il y a des problèmes structurels également. C'est ce dont nous devons tenir compte dans l'environnement mondial. Alors voici quelques suggestions. À court terme, nous avons suggéré de développer la littératie de santé, la prévention de santé pour prévenir la contagion, pour pouvoir réduire les risques et la contagion. De plus, nous recommandons de remettre en œuvre le traçage des contacts et de répondre aux points chauds, que ce soit dans les marchés, les moyens de transport, par exemple, rencontres familiales. Troisièmement, nous devons avoir une ouverture économique. C'est ce qui a été recommandé par les entreprises, les entrepreneurs, mais il faut qu'il y ait des stratégies épidémiologiques rigoureuses.
parce que nous ne voulons pas fermer l'économie. Nous avons besoin d'une forte économie pour pouvoir mener à une meilleure santé. Alors nous devons garder les commerces ouverts, mais avoir un meilleur contrôle de la contagion, un meilleur contrôle rigoureux de l'épidémiologie. Finalement, nous devons renforcer le soin de santé de première ligne avec la participation sociale, non seulement se concentrer sur les urgences, comme c'est le cas dans plusieurs pays, mais nous devons également prendre soin des gens qui prennent soin des autres, les soignants. On peut avoir une meilleure de protection. On peut utiliser davantage la télémédecine, mais on doit également avoir une meilleure protection économique pour les aliments, surtout pour les populations pauvres. Et nous devons avoir des cuisines populaires. Et nous devons également nous préparer à assurer un accès équitable aux vaccins. Alors, lorsque le vaccin sera disponible, on espère que ça va être disponible, que les gens puissent y accéder de manière gratuite, indépendamment de la capacité de payer. De plus, nous devons nous assurer que certaines fonctions du système soient décentralisées, que l'on puisse coordonner davantage au niveau local, pas seulement au niveau national. Alors, au terme moyen et à long terme, nous devons adopter d'autres actions pour nous assurer non seulement de la croissance économique, mais également pour permettre une distribution économique de la croissance pour pouvoir éradiquer la pauvreté, réduire les inégalités et pour produire l'environnement. C'est essentiel. Et donc, vous savez, nous devons suivre les recommandations. De plus, nous devons créer des systèmes de protection sociale. Je parle d'emploi, logement, pension, éducation, pour réduire les inégalités. Nous devons faire la promotion du bien-être équitable. Cela est important en termes de déterminants sociaux de la santé. Le contexte social est important, souvent ce n'est pas en place. De plus, nous devons faire la promotion des réformes des administrations publiques pour faciliter une action intersectorielle, efficace. Finalement, nous devons avoir une réforme fiscale pour pouvoir financer les biens publics et les fonctions de manière efficace et sans corruption. Donc, ça veut dire que nous devons faire en sorte que tout le monde puisse participer aux actions publiques grâce à des fonds. Donc, au Pérou, nous avons un système fiscal très régressif et ce sont les pauvres qui paient les impôts. Et donc, c'est très, très difficile de financer les activités requises. Nous devons également réformer, recréer le système de santé universel qui va être basé sur une action intersectorielle. Et nous devons finalement éradiquer la discrimination et le racisme et le colonialisme structurel. Voilà, c'est la fin de ma présentation et je vais donner la parole à mes collègues pour la suite des présentations. Merci beaucoup. Vous avez la parole, chers collègues. I want to thank the Alliance for Health Promotion for the kind invitation. Alors, merci de m'avoir invité. J'aimerais partager avec vous comment les coopératives peuvent participer à ces mesures dans le cadre de la pandémie du COVID-19. Les actions sont là pour réduire les impacts sur la santé. De plus, j'aimerais présenter mon application. J'aimerais remercier Health Nexus. Donc, à cette époque de pandémie du COVID-19, The 1 billion barrier. These figures are higher than nous avons des chiffres qui sont disponibles. Il y a les données de malaria, il y a les autres maladies infectieuses.
infectieuses, qui depuis longtemps ont tué. Mais nous savons que l'Espagne, fait partie des pays où il y a un plus grand nombre de cas et de mortalité. En Espagne, les cas sont en augmentation depuis la fin du mois de mars. On a tenté de mettre en œuvre un confinement pour réduire la propagation du virus. Alors, les hôpitaux se sont remplis rapidement. Certains hôpitaux étaient sur le point de s'écrouler. Au mois de juin, le nombre de cas a été réduit. Malheureusement, depuis le mois de juillet, le nombre de cas a recommencé à augmenter et on a vu plus de 700 000 cas confirmés déjà. Et on parle de plus de 13 000 d'entre eux sont allés vers les soins intensifs et il y a eu plusieurs morts. N'oublions pas que entre ces chiffres-là, tout cela représente beaucoup de souffrance humaine. Nous voulons continuer à travailler très très fort pour donner des soins à notre communauté et à nos membres. Maintenant, si nous parlons de la pandémie, j'aimerais partager avec vous quelques détails au sujet de l'organisation. Donc, nous avons un travail avec des écocentres, des hôpitaux, des coopératives, avec des unités de santé, ce qui représente plusieurs millions de personnes. En Espagne, nous avons mené 13 millions de consultations, 40 000 services d'urgence ont été desservis. Cela représente plus de 180 000 actions. Nous avons plus de 6 000 employés et cela représente 1,6 milliard d'euros. Alors, nous avons des membres dans 16 hôpitaux à travers l'Espagne. Plusieurs d'entre eux sont des centres spécialisés en partenariat avec 46 000 professionnels de la santé. Donc, depuis plus de 16 ans, les coopératives ont travaillé dans un but non lucratif en améliorant le savoir, la technologie pour améliorer les résultats de santé. Nous avons consolidé un partenariat fort avec le système national de santé. Nous avons également développé un modèle de gouvernance. Les patients participent à la prise de décision. Alors, nous avons fait face à une urgence sans précédent. Cela a fait en sorte que les coopératives ont dû totalement réorganiser leurs services de santé pour des milliers de patients. À nouveau, le mouvement coopératif a démontré sa résilience grâce au professionnalisme et à l'engagement des travailleurs et membres de la coopérative. Nous avons pu faire face à la crise. Toutes les actions développées ont été mises en œuvre selon les directives de l'OMS et les autorités de santé. Depuis le tout début, nous avons coopéré avec le système public de santé. Donc, dès le tout début de la pandémie, il y a eu des traitements qui ont été retardés. Les consultations médicales sont devenues virtuelles grâce à la télémédecine. La restructuration des hôpitaux, des protocoles en termes de capacité a permis de créer de nouvelles unités de santé. Dans certains cas, on a pu réassigner des professionnels et des tâches. Les coopératives ont démontré être résilientes sans réduire le nombre de travailleurs. Plusieurs travailleurs ont pu travailler à distance, donc c'est le télétravail. Actuellement, plus de 70% des travailleurs de santé peuvent travailler à partir de la maison et cela a atteint 90%. Dans la pandémie, en termes de santé, nous voulons répondre à la demande qui augmente et nous avons également voulu participer à l'aide avec les autres centres. Parfois, il y a
les gens qui travaillent dans les zones rurales, dans les villes. Alors, le point principal, c'est que je veux mentionner que les coopératives ont joué un rôle essentiel durant la pandémie. Et en paradoxe, plusieurs acteurs médicaux ont vu leur pratique qui a été fermée pendant plusieurs semaines. Ils n'ont pas pu générer de revenus. Ils n'ont pas pu travailler. Les coopératives ont lancé un programme de support pour les médecins qui ont dû fermer leur cabinet. Dans ce sens, nous avons créé un service de médecine gratuit où les gens peuvent contacter les travailleurs de la santé. Ainsi, nous pouvons donner des recommandations dans le cas du coronavirus pour aider les gens dans le cas du confinement. Nous avons offert des services d'appui et d'aide. On recommande aux gens des exercices, régime alimentaire. On peut discuter à travers le téléphone. On peut donner des recommandations aux personnes en besoin. Nous savons qu'il y a eu des coupures de revenus à cause du COVID-19. Plusieurs personnes n'ont pas pu payer. They were working many hours on the site. Les médecins et les personnels de soins infirmiers travaillaient beaucoup d'heures pendant le coronavirus. Ce soutien psychologique est nécessaire pour aider les professionnels à gérer le stress émotionnel dans ces situations d'urgence. Il y a des coopératives aussi qui ont joint leurs forces à ces efforts pour pouvoir protéger les travailleurs en contribuant à un fonds de solidarité pour ce secteur, pour les aider et leurs familles. Les leçons à retirer de cette pandémie. De ma perspective, probablement, il est trop tôt pour arriver à des conclusions. Ce serait bien de pouvoir analyser toute cette crise après qu'un bout de temps sera passé. Mais nous avons quand même trouvé que cette pandémie a amplifié la nécessité de gérer les inéquités dans notre système. Bien que les gouvernements aient mis beaucoup de politiques en place, l'impact de la pandémie sur la santé publique a mis au défi cette approche. Là où il y a du public et du privé, il y a des inéquités. Il y a donc des préoccupations comme jamais auparavant dans le secteur de la santé. Les coopératives de santé sont un complément utile au système de santé dans certains pays. Ils prennent même la place du système de santé national. Plusieurs, ils vont combler des écarts qui autrement passeraient inaperçus. Donc, ce sont des alliés du gouvernement pour développer une constance, pour offrir un accès à la santé à tous les citoyens. Une autre chose à apprendre de cette pandémie, c'est que les professionnels sont, alors que la deuxième vague approche, et que la demande au niveau de la santé augmente encore, le manque de formation des travailleurs en santé aura ses impacts aussi. Souvent, nous pouvons contribuer à de meilleures conditions à cet égard. Depuis des années, les coopératives ont démontré leur capacité de fournir des ressources pour pouvoir réduire des écarts dans la prestation de services de santé. Et finalement, j'aimerais mentionner que nous voyons, nous devons faire en sorte que des consultations soient disponibles. Les professionnels de la santé ont utilisé des outils pour pouvoir communiquer des informations en lien avec la COVID le plus rapidement possible. Certains développements qui auront pris des années à mettre en œuvre évoluent présentement, puisque la pandémie a été un catalyseur à cet égard. Aussi, en dernier, nous devons apprendre par rapport à la mise en œuvre de politiques pendant la pandémie.
nous atteindrons de meilleurs résultats avec cette expérience. Merci beaucoup. Et si vous avez des choses à ajouter, il me fera plaisir de vous entendre. Je m'appelle Myriam Kangu. Je suis coprésidente pour l'Alliance de promotion de la santé au Cameroun. Nous sommes inscrits au Cameroun depuis le mois d'août 2020. Ça fait 2 mois seulement. L'idée, c'était à cause de la COVID-19. Il y avait eu un atelier au Kenya. À cet atelier, nous avons parlé de la promotion de la santé et la pertinence de ce concept en Afrique en général. Nous avons aussi identifié le travail à faire avec les orientations de l'Alliance de promotion avec la Genève au Kenya. J'ai été privilégiée de pouvoir lancer cela au Cameroun avec Myriam Kangu. Nous, avec le but premier de se battre pour l'opportunité pour que chaque citoyen ait une vie en santé. Le premier cas de la COVID en Afrique a été rapporté en Égypte le 14 février et au Cameroun le 6 mars. Notre institut de politique a créé un groupe de travail en lien avec le coronavirus. Le politique s'est organisé une série de webinaires avec des leaders économiques et des leaders dans le secteur de la santé partout en Afrique. Cela affecte l'économie en Afrique. Nous avons ces activités ont eu un impact significatif sur l'économie en Afrique et cela va augmenter la pauvreté en Afrique. Plusieurs de ces mesures, comme simplement se laver les mains, ça peut être un défi à plusieurs endroits en Afrique. Ces mesures sont encore plus compliquées lorsqu'on parle de contexte humanitaire. Il y a des manques au niveau de la communication et des infrastructures en ligne sont manquantes pour assurer la continuité. Nous devions fournir le matériel nécessaire. Les femmes et les petites entreprises qui soutiennent les familles. Et il y a eu beaucoup plus de violences familiales aussi. Donc, pour les résultats, de pouvoir atteindre des résultats, c'est très important. Par exemple, la distribution d'eau et de savon pour l'hygiène de base pour la COVID-19. Et nous leur disons de se laver les mains, mais ils n'ont pas accès à l'eau. Alors, ces inéquités et des conditions sociales de telle sorte augmentent, accroissent les inégalités. Alors, nous parlons de pauvreté accrue et d'exclusion sociale. Cela continue de faire en sorte d'accroître ces écarts. Nous avons voulu envoyer des trousses pour pouvoir réduire ces écarts. Pour que les gens soient responsables de leur propre santé, ils doivent changer leur comportement. Mais les déterminants sous-jacents à la santé ne rendent pas les choses faciles. D'ailleurs, ça peut rendre les choses encore plus difficiles. L'existence d'un système de santé qui est limité, l'accès à l'alimentation, l'insuffisance de l'hygiène et cela augmente les chances de transmission. Tous ces facteurs déterminants cela a un impact sur les comportements, ce qui fait en sorte que cela réduit augmente les écarts au niveau des égalités. Donc, la promotion doit se faire en gérant les inégalités, les inéquités pour la promotion de la santé et des soins de santé de base. La COVID-19 a exposé le fait que nous ne mettons pas beaucoup d'investissements au niveau de la santé
et que ce n'est pas une priorité dans certains pays et dans certains milieux ruraux. Par exemple, la- la- l'accès au travail pour la population. Cela leur empêche en partant d'avoir accès à des soins de santé de qualité. Alors voilà le défi pour utiliser des infrastructures de santé équitables. Alors, nous continuons à subir les effets négatifs de cela encore plus qu'ailleurs, puisqu'il y a très peu d'accès aux ressources qui sont déjà limitées. Donc, nous devrions considérer cela comme une opportunité et un examen de la réalité pour la plupart des pays en Afrique. Nos systèmes, nos décideurs politiques, nous devons coordonner nos efforts et prioriser leur agenda d'évaluation en lien avec ce dont ils ont besoin. De travailler avec l'économie pour pouvoir traiter ces facteurs de déterminants de la santé. C'est important parce que le gouvernement seul ne peut pas soigner les personnes directement. Il nous faut une action collective. Merci et merci à tous les partenaires. Bonjour à tous, je m'appelle Omenia. Je suis, je suis de l'Égypte et je suis avec la Fédération internationale des étudiants en médecine, 3,4 millions d'étudiants partout dans le monde. J'aimerais vous partager ce que notre fédération a fait pour traiter les inégalités en lien avec la pandémie. Je vais partager mon écran. Pour débuter, l'IFMSA a élaboré sa propre réponse à la COVID depuis le début de la pandémie au mois de mars. Cette stratégie s'adresse à toutes les inéquités que nous voyons au niveau mondial et aussi par pays. Nos étudiants en médecine ont été invités à y participer. Nous avons créé une banque de données avec tout le matériel de sensibilisation de CDC et de l'OMS dans 7 différentes langues, pour pouvoir nous assurer que toutes les informations soient disponibles et que cette information soit fiable. Nous avons demandé à des étudiants en médecine de partout au monde de pouvoir vérifier cela, pour pouvoir utiliser cette information pour sensibiliser leur propre communauté et leur donner les connaissances pour protéger et aider face à cette pandémie. Nous avons développé plus de 20 partenariats mondiaux, incluant avec l'OMS, la jeunesse de l'UNICEF, GSHA, l'Alliance pour la promotion de la santé et enfin UNFPA. Aussi, nous avons effectué une série de webinaires en ligne en atteignant environ 10 000 membres partout dans le monde, qui ont aussi été équipés avec les connaissances nécessaires pour traiter de la COVID-19 avec des experts de partout au monde grâce au partenariat que nous avons développé. Une des choses que j'aimerais souligner qui nous a aidé à gérer ce manque d'équité par rapport à l'accès à l'information, nous avons collaboré avec le UNFPA, un fonds des Nations Unies et Prési, pour une série de vidéos interactives dans des langues multiples pour les jeunes, pour qu'ils puissent se protéger eux-mêmes et qu'ils puissent agir de façon active pendant cette pandémie. Et ces vidéos ont aussi été recréées et filmées par tous ceux qui pouvaient le faire et dans différentes langues. Et nous les avons traduits avec d'autres jeunes et d'autres organisations et l'UNFPA. Et nous avons rejoint plus de 10 000 personnes partout dans le monde et ils ont été recréés plus de 500 fois. Nous avons aussi constaté qu'il y avait des inéquités qui ont été exacerbées par la COVID-19. Alors, nous avons inclus aussi la crise climatique. C'est pour cette raison que nous nous sommes joints à l'Alliance GSHA et nous avons envoyé une lettre urgente qui a été signée par plusieurs professionnels de la santé.
Nous avons demandé aux leaders du G20 de pouvoir mettre la santé publique et les changements climatiques au centre de cette problématique avec la COVID-19. Au lieu vouloir augmenter notre résilience face à cette crise climatique. Aussi, nous voulions traiter, bien sûr, des inéquités au niveau de la santé, mais nous l'avons fait par pays aussi. C'est pour cette raison que nous avons plus de 75 activités dirigées par des étudiants en médecine et des jeunes professionnels de la santé pour combattre la COVID-19 et traiter des inéquités causées par la pandémie. Voici une carte sur notre page web qui montre où sont ces activités. Vous pouvez cliquer sur chacune de ces activités. J'aimerais partager quelques-unes d'entre elles qui sont très inspirantes. La première, par des étudiants en médecine au Venezuela, ils ont créé une série d'histoires de COVID pour les parents et les enfants pour répondre à toutes leurs questions. Au Liban, plus de 200 étudiants se sont portés volontaires pour des appels des centres d'appel pour répondre aux questions en lien avec la COVID et la quarantaine. Au Bangladesh, des étudiants ont facilité des séances de formation en ligne pour aider des étudiants en médecine chez eux et en première ligne, et aussi pour aider d'autres membres dans la communauté de gérer le stress et l'anxiété ressentis pendant la pandémie. Voici d'autres exemples. Nous avons créé des dossiers désignés ici par des... et ce sont des organismes au niveau de certains pays. Plusieurs de ces initiatives étaient sur des plateformes virtuelles dans les langues de leur propre pays pour s'assurer que l'information soit accessible. Et il y avait plusieurs activités qui ont été faites sur le terrain pour des populations qui sont hors ligne, pour que ces communautés aient accès à cette information par rapport à la COVID. Merci beaucoup. Et si vous avez des questions, s'il vous plaît, soyez bien à l'aise de me les envoyer. Bonjour, je m'appelle Fulton et je suis le président de la Fédération. Nous représentons aussi des étudiants en pharmacie, en pharmacologie. Je suis content de parler de ce que nous faisons comme travail et aussi de parler des déterminants sociaux de la santé. Alors, au cours des derniers mois, nous avons développé diverses stratégies pour cela inclut des étudiants. Nous avons reçu du soutien pour nos efforts pour la promotion de différentes façons de gérer la santé, la pandémie de la COVID-19 et nous assurer de tenir compte des besoins de la communauté. Donc, nous avons fait la promotion de différentes activités. Aussi, nous avons fait du développement professionnel, la formation professionnelle pour que nous puissions les aider avec leur charge de travail pendant ce temps. Aussi, nous avons pu travailler avec nos organismes membres et leur contribution a été importante aussi. Donc, l'Association des étudiants au Liban, nous avons travaillé au niveau de l'éducation, nous avons travaillé avec l'UNICEF et nous avons pu fournir des séances de formation pour que nous puissions participer à l'établissement de politique au Liban. Nous avons pu rejoindre beaucoup de personnes dans notre combat contre cette crise. Nous y avons aussi une organisation étudiante au Kenya. Nous avons pu donner une formation par rapport aux symptômes sévères de la COVID-19. Il y a eu un fonds d'établi aussi pour la communauté. Alors, nous avons aussi donné des formations en lien avec les maladies contagieuses. Nous participons présentement
pour éduquer le public par rapport à la COVID-19 et permettre aux gens de se connecter en ligne pour des formations. Et en dernier, nos organisations membres ont commencé un processus pour produire des produits des désinfectants à l'Université de Salvador. Donc, alors, cela sera distribué gratuitement et cela sera disponible à la communauté universitaire, mais aussi à des personnes en situation défavorisée. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Bonne soirée, bon matin. Alors, nous allons discuter maintenant de la promotion de la santé et des facteurs déterminants de la santé. Donc, les Amériques maintenant. Nous avons déjà entendu du Kenya, le contexte socio-économique. Lorsque la COVID est arrivée, c'était très compliqué. Il y avait beaucoup d'inéquité, et surtout dans les Amériques. Encore une fois, c'est la région la plus inéquitable dans le monde après plusieurs mois de la COVID. 80% de notre population vit dans les villes. Et comme vous le savez, beaucoup de la transmission de la COVID s'est faite dans les villes. Nous avons une économie informelle de plus de 50% et certains endroits, 80% de la population vit dans les villes. Et la COVID, et nous le savons tous, a amplifié et a augmenter ces inéquités, ces inégalités. Alors, ce que nous avons fait dans les régions, nous avons posé des questions. Nous avons dit pourquoi? Pourquoi est-ce que la mise en œuvre de ces mesures non pharmacologiques n'était pas aussi efficace? Ils l'ont fait quand même rapidement. Pourquoi ce manque d'efficacité? Et comment ce contexte social, économique, culturel et politique a considéré cette formulation lorsque ces mesures ont été mises en place? Et comment gérons-nous les conséquences négatives et l'hétérogénéité des besoins des groupes sociaux considérés dans la mise en jeu de ces mesures? C'est très important lorsqu'on parle de vulnérabilité. We need d'ajuster et d'élargir nos perspectives sur les conditions vulnérables des populations. Et ça revient souvent au biomédical et les caractéristiques individuelles des enfants, les groupes ethniques, les parents, les filles, l'obésité. Mais nous devons vraiment considérer cette approche. Nous devons élargir cette approche pour tenir compte des conditions sociales. Alors, nous en sommes arrivés avec ce modèle et je crois que c'était très aidant pour notre région. Nous avons considéré la couche extérieure ici. Quelles étaient ces conditions préexistantes? Les gens qui vivaient déjà dans des conditions difficiles. Par exemple, nos gens qui travaillaient dans des secteurs informels. Comment rester chez vous et ne pas gagner votre vie? Alors, ces personnes étaient dans des situations terribles déjà. Alors, ces inéquités maintenant ont augmenté. Ensuite, le deuxième niveau, où on parle d'un autre niveau de vulnérabilité, c'est de ne pas être en mesure d'appliquer ces mesures qui sont recommandées. Les travailleurs essentiels, ils doivent sortir pour effectuer leur travail. L'exemple de la Californie, nous voyons que 40% des travailleurs en Californie sont latinos. 80% travaillent dans les produits alimentaires ou dans l'agriculture. Et nous avons vu au mois de mai que déjà 80% des hospitalisations pour la COVID étaient des latinos. Ces mêmes personnes ont des difficultés à rester chez eux, des difficultés à faire la distanciation sociale à cause de leurs conditions de vie. Leurs conditions de vie ne leur permettent pas, leurs maisons sont surpeuplées et en plus, ils ont peur de perdre leur travail. Au troisième niveau, on considère un autre fardeau ajouté pour ceux qui doivent rester chez eux pour des mesures de quarantaine. Nous savons qu'en Amérique du Nord, par exemple, la violence contre les femmes a augmenté de manière significative en Colombie.
de 200% d'augmentation de violence contre les femmes. Et ça, c'est juste un exemple. Bien sûr, on parle de confinement, de responsabilité, etc. Et le dernier niveau, c'est risque accru de morbidité, des comorbidités, des gens qui meurent à cause de la COVID, à cause des comorbidités, obésité, etc. Et qui, malheureusement, c'est disproportionné pour nos populations exclues et marginalisées. Donc, vous voyez, les conditions de travail sont définissent très bien quels seront les impacts de la COVID. Surtout ceux qui n'ont pas de protection sociale sont beaucoup plus à risque de l'attraper et à en mourir. Le logement, l'exclusion sociale, le soutien social et le fardeau des soins et une attention particulière au territoire aussi. Voici l'Amazonie. Vous verrez que les populations autochtones ici ont subi des répercussions. Ils vivent selon les rivières qui sont leur survie dépend de ces rivières. Et donc, ils vivent dans des situations précaires. Ce sont les conditions dans lesquelles ils vivent qui sont le problème. Voici des inéquités. Nous pourrions rentrer plus en détail là-dessus si nous avions plus de temps, mais vous voyons qu'aux États-Unis, le marché plus à risque au niveau de la santé. C'est pas parce que je suis noire ou que je suis hispanique ou asiatique. Ça dépend de nos conditions de vie, de la discrimination, tout ce qui entoure cela. Et la dernière chose dont je veux parler, je veux raconter une histoire. Et on parle du Pérou ici. Nous avons commencé avec le Pérou, nous allons finir avec le Pérou. Juan vient d'un village dans les Andes, un village Quechua. Il est marié avec Julia. Ils arrivent à la capitale avec leurs 2 enfants pour trouver un emploi et de meilleures opportunités pour tout le monde dans la famille. Ils trouvent un emploi en construction, et il trouve des travails, il en perd, aucune sécurité sociale. Julia trouve un travail comme ménagère pour une famille riche. Leur revenu combiné, c'est juste assez pour couvrir les bases. Et ensuite, la COVID. La COVID met en place des mesures très strictes. Julia perd son travail. Juan ne peut pas travailler de la maison. Évidemment, seulement 25% des gens peuvent le faire chez eux, mais la construction continue. Alors, il sort, il cherche un travail, mais c'est difficile, mais il trouve du travail. Les enfants ne sont pas à l'école. Ils perdent leur déjeuner à l'école, leur dîner à l'école. Ils ont des difficultés avec l'école à distance, pas un bon Internet, un téléphone cellulaire, aucun ordinateur. Ils ont de la difficulté à payer leur loyer. Le propriétaire est passé plusieurs fois. Julia va dans les marchés en autobus à tous les jours parce qu'elle n'a pas de réfrigérateur et elle a peur d'attraper la COVID, bien sûr. Si l'un d'eux attrape la COVID, ils n'auront pas d'espace dans la maison pour se mettre en quarantaine et ils n'ont pas accès à des soins de santé. Ils n'ont pas d'assurance santé. De se laver les mains, c'est difficile. L'eau arrive 2 fois par semaine seulement et on doit l'utiliser pour les essentiels, comme se faire à manger. Le gouvernement a promis du soutien financier, mais c'était très lent à arriver. Les voisins, toutefois, se sont organisés en solidarité. Et on est en octobre 2020. Ce que je veux vous montrer, c'est vous avez tous ces normes, cette souffrance économique. Il y a des gens qui souffrent vraiment. Des communautés entières souffrent. Alors, le meilleur message, ce n'est pas tout le monde qui a les mêmes opportunités pour pouvoir se protéger avec les mesures. C'est important que le gouvernement mette en place des contextes sociaux et économiques et culturels pour que la communauté ait une participation essentielle à avoir de façon intersectorielle et que nous avons un rôle à jouer. Nous avons une fenêtre d'opportunité pour un futur plus équitable au niveau de la santé pour tous. Merci beaucoup. Nous n'aurons pas assez de temps pour des questions et des réponses, mais s'il vous plaît, si vous avez des questions et réponses, vous pourriez le faire. Envoyez-le aux organisateurs. Je veux remercier Carlos pour leur intervention excellente. J'aimerais faire un résumé des points essentiels. Premièrement, pendant la pandémie de la COVID-19, cela a augmenté les inéquités partout au monde. Alors, nous avons
c'est plus difficile de mettre en place ces mesures chez les Autochtones, par exemple. La société civile a répondu avec des initiatives pour traiter ces inéquités à cause des effets de la pandémie. Et cela pourrait se faire côte à côte avec les initiatives du gouvernement. Et troisièmement, pour la promotion de la santé, pour une approche, c'est une approche essentielle pour comprendre, expliquer les impacts des facteurs déterminants de la santé pendant la pandémie. Mais cette approche pour la promotion de la santé et les facteurs déterminants de la santé, tout cela est important pour nos actions futures après cette pandémie, pour que nous soyons en mesure d'avoir une meilleure équité au niveau de la santé après cette crise. Je vais finaliser cette séance et encore une fois, merci pour votre participation et j'ai hâte à vos questions. Nous allons répondre à toutes vos questions et commentaires avec nos organisateurs. Merci beaucoup.